Comment l'expliquer, Papso? Bon, il y a eu d'abord une très forte mobilisation au niveau international. D'abord, il y a eu Jomtien en 90 a été déjà un forum très important où le concept d'éducation pour tous comme étant un droit a été posé. Et cette forte mobilisation au niveau gouvernemental, société civile, privée, partenaires au développement, tous s'y sont mis et je crois que ça a donné les résultats que ça a donné. Ouais. Les ressources ont été mobilisées. On a eu des pressions pour que les gens rationalisent l'utilisation de ces ressources, même si ce n'est pas encore parfait. Mais tout cela a contribué vraiment à ce que... Mais Papso, est-ce que la croissance démographique peut, si vous voulez, créer une sorte de pression sur les gouvernements pour obtenir plus de ressources humaines, mais aussi financières dans l'enseignement, d'après vous? Oui, effectivement, la pression démographique, elle est énorme. Et je crois que l'école le subit, mais l'école est en même temps une solution. Oui, on me dit que Habib... Oui. Qui a été fait moins d'enfants. Habib Koukoubou du Bénin est de retour parmi nous ici, donc dans Washington Forum. Habib, votre gouvernement a opté pour la gratuité de la scolarité en 2006 et 2007. Comment le pays s'en sort-il aujourd'hui? Est-ce que c'est une démarche qui fonctionne bien? Alors, est-ce que la démarche fonctionne bien? Il est à relever déjà qu'elle est déjà bonne en son origine. Maintenant, il faut un surplus de communication. Parce qu'au niveau des gouvernements, notamment le gouvernement du Bénin, d'où je suis, du moment où on a dit aux parents gratuité de l'enseignement maternel et primaire, c'était un peu comme c'était une cruche de Ponce Pilate où il fallait vraiment se laver les mains, à savoir quoi? L'État ouvre les portes des écoles, le parent envoie l'enfant à l'école et n'a plus rien à débourser. Ce qui est une forte interprétation de cette idée gouvernementale. Ce qu'il faut maintenant de plus en plus expliquer aux parents, c'est leur faire comprendre que l'État va les aider à alléger des tâches qu'ils avaient du mal à vraiment surmonter. À savoir quoi? Au Bénin, par exemple, on a supprimé ce que nous appelons ici les contributions. Mais supprimer les contributions ne veut pas dire que le kaki que l'enfant va porter, le matériel didactique, à savoir quoi, les ardoises, les cahiers, ça, le parent doit pouvoir se dire qu'il doit vraiment débourser quelques centimes pour vraiment pousser l'enfant à l'école. Ouais. Maintenant, on va parler de la scolarité des filles. Ça a été abordé par Papso, avec vous aussi, Hippolyte Fofak. Comment justement expliquer le faible taux de scolarisation des filles? Pourtant, tous les experts s'accordent à dire que le développement va de pair avec l'éducation des filles et des femmes. Moi, je pense que déjà, il faut noter qu'au cours des 10 dernières années, il y a eu une progression énorme. J'ai encore vu les statistiques un peu plus tôt. Et le gender gap entre les filles et les garçons a réduit de façon significative. Et d'après les chiffres des Nations Unies, on aurait plus de 65 pays qui ont, n'est-ce pas, atteint cette parité. Toutefois, la participation des filles reste très très faible. Il faut le souligner, avec des écarts importants. Et je pense qu'il y a des problèmes culturels auxquels on a fait allusion un peu plus tôt. Il y a également des problèmes budgétaires et financiers, les sources de financement, les contraintes, qui font que des parents qui font face à des contraintes budgétaires importantes doivent rationaliser et choisir certains enfants aux dépens des autres. Et malheureusement, très souvent, c'est les filles qui sont pénalisées, bien que ce ne devrait pas être le cas. Oui, Papso, il y a eu quand même des initiatives en cours pour aider donc ces filles à aller à l'école. L'ancien président, par exemple, Bill Clinton, a lancé tout récemment un programme centré essentiellement sur l'éducation de ces jeunes filles et femmes. Quel apport pour les Africaines? Un petit exemple. Oui, par exemple, le programme qui s'appelait EDDI, avait ciblé effectivement les filles, parce qu'on pensait effectivement que c'était là le moteur à la fois du développement et de la démocratie. Et nous avons pu mobiliser la communauté, changer les politiques, renforcer les capacités à vraiment comprendre les spécificités de la fille et comment mieux les maintenir à l'école avec des bourses, avec des mentoring et tout un ensemble de programmes qui les protégeaient contre toutes les agressions. Parce qu'il y en a aussi qui sont mariés de manière précoce, il y en a qui ont subi l'agression d'autres hommes, et tout ça a fait que beaucoup de filles ont abandonné. Et tout ça aussi, c'était en partie, en fait, quelque chose qui devait être traité par
Et je voudrais aussi mentionner, Papso, qu'il y a aussi d'autres programmes comme celui de l'ex-président des États-Unis, George Bush, The African Education Initiative, lancé dans plus de 40 pays en Afrique subsaharienne surtout, et qui accorde une place aussi à l'éducation des filles. Le président Bush avait alloué, si mes souvenirs sont bons, 600 millions de dollars au matériel scolaire et formation de professeurs. Messieurs, on approche donc de la deuxième pause qu'on va marquer dans quelques secondes. Je vous retrouverai tout à l'heure, Habib Koukoubou, juste après cette pause. Restez avec nous. La Voix de l'Amérique raconte l'histoire de l'Amérique à travers la radio, la télévision et l'Internet, diffusant des nouvelles et communiquant les valeurs américaines en plus de 45 langues, à l'aide d'une technologie satellitaire de pointe et d'autres formes émergentes de distribution numérique. Passant des ondes courtes à la diffusion en FM, par télévision et Internet, les programmes multimédia de la VOA font la promotion de la liberté et de la démocratie. Que ce soit en offrant les informations générales les plus équilibrées ou en faisant campagne pour le respect des droits humains, contrant l'extrémisme et encourageant le débat, les journalistes internationaux de la VOA jouent un rôle stratégique en utilisant les outils technologiques les plus avancés pour informer l'opinion publique. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Habib Koukoubou, j'aimerais bien avoir votre réponse donc à cette question. Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, les filles ne vont pas à l'école à cause des mariages précoces ou de certains facteurs sociaux. Est-ce que c'est le cas au Bénin? C'est effectivement le cas au Bénin, à la différence qu'ici, progressivement, à travers les communications, les séances de vulgarisation, notamment dans le Bénin d'Amba, on réussit petit à petit à briser ce carcan sociologique qui n'est pas favorable à la scolarisation, à l'éducation des jeunes filles. De plus en plus ici, les gouvernants ne cessent de communiquer, ne cessent d'inculquer aux parents d'élèves cette mentalité, à savoir laquelle que là où le petit garçon a réussi à l'école, la petite fille également peut réussir à l'école. Donc c'est progressivement, c'est sans doute dans le long terme qu'on pourra palper ces résultats-là. Merci Ibrahim, merci Habib plutôt. J'aimerais bien consacrer ces 10 dernières minutes aux appels de nos auditeurs. Je vais prendre un premier, il est signé Babacar Thiam, le rédacteur en chef de notre station El Faïda à Kaolack au Sénégal. Babacar, bonsoir. Bonsoir Lamia. Allez-y, on vous écoute. Oui, j'ai une question pour peut-être pour M. Stowe. Parce que moi, j'ai noté que l'intervention américaine en faveur de l'éducation s'articule autour de la distribution de manuels scolaires et de la formation des enseignants, mais aussi à des bourses d'études. Mais est-ce qu'il y a aussi des initiatives pour aider les Africains donc, à renforcer ou à réformer les programmes scolaires? Parce que moi, je vois que hormis le manque de matériel et de formation, il y a aussi un problème de programme scolaire, des fois, inadéquat aux besoins des élèves ou étudiants. Voilà, Babacar Thiam nous permet d'aborder la partie solution. Pape So, comment aider les pays à réformer ce secteur de l'éducation? Il y a d'abord un problème majeur, c'est un problème de gouvernance. D'abord, la bonne gouvernance du système éducatif sénégalais, en fait africain d'ailleurs, est au cœur d'abord de la solution. Deuxièmement, j'ajoute que nous faisons aussi une révision du curriculum, c'est-à-dire les programmes éducatifs, pour les rendre plus pertinents, plus flexibles, plus polyvalents et plus modernes. J'insiste sur le mot moderne, parce que là, nous avons tout un programme pour les nouvelles technologies, pour permettre à nos écoles de fonctionner, avoir des centres de ressources qui permettent aux enseignants de mieux enseigner, mais en même temps aux élèves
apprendre. Donc une éducation de qualité. Merci Papso et merci à Babacar Thiam d'avoir posé cette question. Un deuxième auditeur, Olivier Kwame de Côte d'Ivoire. Olivier, bonsoir. Bonsoir. À vous l'antenne, Olivier. À vous l'antenne. Oui, oui. Moi, à mon niveau, j'ai 2 questions à poser. La toute première est la suivante. Allez-y. Bon, oui, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, le système scolaire et universitaire est miné par les grèves intempestives qui, le plus souvent, mettent en péril l'année académique. Pour la série, je veux savoir si cela en est de même. Voilà. Alors, Hippolyte Fofac, le système scolaire est hypothéqué et miné par les grèves en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le même, ça se passe de même ici aux États-Unis pour répondre à notre auditeur? Non, je pense qu'aux États-Unis, j'ai fait mon système éducatif aux États-Unis. Je peux vous dire que j'ai fini plusieurs années sans avoir jamais participé à une grève scolaire. Je pense qu'on est moins exposé aux grèves ici que dans d'autres pays pour des raisons idéologiques, pour des raisons institutionnelles. Je pense qu'on a des années pleines de ce côté. Mais je pense qu'en Afrique, les difficultés qui sont parfois à l'origine de ces grèves ont trait, n'est-ce pas, aux carences financières, les difficultés auxquelles font face des enseignants, des étudiants. Je pense que tout est lié, n'est-ce pas, au système économique et au système de redistribution. Ok, merci. Un troisième appel, cette fois on part du côté du Niger. Abdoulaye Sidi, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir, Lamia. Allez-y Abdoulaye, on vous écoute. Merci. Et comme on le voit, il y avait les pays africains, surtout aussi du Sahara, ont élaboré beaucoup de plans de soins de développement d'éducation. Et pour financer ces programmes, ils ont alloué beaucoup de ressources et avec l'appui aussi des partenaires. Ça a permis, dans le PPTE, c'est-à-dire le pays pauvre très endetté, cela a permis, quand même, ces appuis ont permis quand même de faire progresser les effectifs scolaires. Oui. Mais cependant, remarque que la qualité des apprentissages laisse à désirer. D'accord. Et maintenant, la question que j'aimerais poser, avec la crise financière internationale actuelle, n'est-on pas en droit de s'inquiéter de l'avenir de l'éducation en Afrique, dans l'austérité budgétaire d'une part, et de l'autre, la nécessité de soutenir le système éducatif. Merci. Merci Abdoulaye, on a compris la question. Hippolyte Fofac, vous êtes l'économiste de cette émission. La crise financière, comme on l'a dit au début, a un impact quand même sur ce secteur. Et donc vous avez entendu la question de l'auditeur qui fait le lien. Oui, effectivement, je pense que c'est une très bonne question, elle est pertinente. Et je dois dire que, étant donné que les pays africains sont très tributaires, n'est-ce pas, aux exportations des matières premières, une baisse directe sur cette denrée aura une incidence sur la balance des paiements et donc les revenus collectés par les États. Et par conséquent, le revenu alloué, n'est-ce pas, à la part du budget alloué à l'éducation nationale sera affecté. Ouais. Et toutefois, le contexte est exceptionnel. En dépit de ces difficultés qui sont, n'est-ce pas, liées à la crise, on peut également noter que l'Afrique a bénéficié d'une remise de dette énorme, chiffrée en milliards de dollars, au cours depuis les années 2005. Et je pense que cette enveloppe, qui était pour une fois un transfert net de ressources vers le continent, va permettre, n'est-ce pas, au pays de juguler les effets de cette crise qui, dans le cas contraire, les pays auraient continué à faire face aux intérêts sur leurs échéances extérieures. Donc le contexte peut être, n'est-ce pas, un peu plus favorable étant donné les arrangements qui ont été faits dans le cadre HIPIC. Merci Hippolyte Fofac. Donc on a parlé de solutions, une éducation de qualité, renforcement des appuis financiers. Hippolyte Fofac, que fait votre gouvernement en 30 secondes, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, pour aider les élèves à ne pas décrocher? Habib Koukoubou? Alors, ce que fait le gouvernement béninois pour ne pas aider les élèves à ne pas décrocher, surtout, on peut renverser la question. Ce que fait le gouvernement béninois pour ne pas contraindre les parents à raccrocher, parce que si on baisse un peu les bras à ce niveau, le petit ne fera pas le pas vers l'école. Ce que le gouvernement béninois fait, c'est quoi? Fait comprendre davantage qu'il y a une crise financière, une crise économique qui frappe le monde, d'accord? Que l'État béninois fera ce qu'il peut faire, mais qu'en retour, les parents doivent vraiment comprendre